Offensive contre la démocratie israélienne, une conférence de Jico La Paix Maintenant avec les collectifs Les Démocrates Mobilisés et Défendre la démocratie israélienne. Tout d'abord, je voudrais remercier tous nos invités qui ont accepté de participer avec nous à cette réunion. Tout à l'heure, David Banichai animera les débats. Je lui passerai la parole. Mais je voulais avant, en préambule, dire deux choses. Cette année 2026, comme tout le monde le sait, est une année en Israël électorale. Et je dirais, indépendamment du fait que c'est une année électorale, c'est pas une année électorale comme il y en a eu beaucoup ces dernières années, puisque depuis 4 ans, on a un gouvernement qui a une majorité, comme on dit, très stable et qui a pu faire toute la politique, ou qui essaie de faire toute la politique pour laquelle il a été élu. Mais comme on va en débattre ce soir, il y a un certain nombre de questions qui concernent dans le projet de ce gouvernement, des fondements même de l'État dans son mode de fonctionnement, dans certaines valeurs sur lesquelles l'État d'Israël a été construit, qui sont mis en cause par beaucoup des projets de ce gouvernement, et on va en parler plus abondamment tout à l'heure. Et c'est vraiment des élections cruciales pour l'avenir du pays et je pense aussi pour l'avenir de la diaspora, puisque il est certain que l'image d'Israël, indépendamment de la situation internationale, implique sur tous les juifs du monde des conséquences très importantes. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'entamer une série de réunions jusqu'à ces élections. On va essayer d'aborder des sujets qui sont au centre des enjeux de ces élections. Et on le fait en collaboration avec nous, la Paix Maintenant et JCall, avec deux autres associations que je présente pour ceux qui ne les connaissent pas. D'abord, les Démocrates Mobilisés, qui est un groupe de francophones israélien qui s'est constitué dès l'année 23, au moment de la mise en place de la réforme judiciaire. Je sais aussi que vous étiez aussi très actif avant les élections de 22, de 2022, pendant toute la période de ce qu'on appelait les manifestations à Balfour, c'est-à-dire devant les bureaux du Premier ministre à l'époque. Et pendant toute l'année qui a précédé les élections de 2022, et depuis, évidemment, toujours présent très activement dans le mouvement de la contestation. L'autre groupe, l'autre association, c'est le groupe qui s'appelle Défendre la démocratie israélienne, qui a été lancé à peu près également au moment du lancement du mouvement de la contestation, que Sylvie Lidji anime, et dans lequel il y a plus de 600 ou 700 personnes qui sont adhérents et qui reçoivent tous les articles que Sylvie traduit ou qu'elle récupère d'autres sites aussi. Et c'est un travail très important, essentiel pour que tout le monde puisse avoir accès à ces informations. Voilà. Donc, nous sommes donc quatre organisations. L'idée même d'élargir à d'autres organisations francophones qui seraient intéressées à participer à ce type de soirée parce qu'il nous semble que c'est très important d'aborder toutes ces questions. L'autre pensée que j'ai ce soir, c'est pour un chanteur, un musicien, Mati Caspi. Mati Caspi, pour beaucoup d'Israéliens, fait partie je dirais, de la légende de la musique israélienne. Il est décédé il y a quelques jours. Son enterrement, je crois, était aujourd'hui. Et ses chansons ont accompagné des générations d'Israéliens. L'extrait que l'on avait voulu avec David Benisha vous présenter, une chanson qui s'appelle Makom les Dehaga, c'est-à-dire un lieu L'inquiétude. d'inquiétude. Et bon, je vous laisse lire ces quelques vers. Je crois que c'est Jonathan Geffen qui avait écrit ces textes, si je me Ouais, trompe. Et exact. Mati Caspi l'avait mis en musique. בקצה השמיים ובסוף המדבר יש מקום רחוק מלא פרחי בר מקום קטן עלוב ומשוגע מקום רחוק מקום דידי הגר. Je voudrais donc maintenant passer la parole
à David Benishai qui va présenter nos trois invités et qui va animer la soirée. Je rappelle que c'est un élan commun qui nous a réunis. Effectivement, dans quelques mois, on va normalement, peut-être ce sera précipité, mais pour l'heure, il s'agit d'octobre-novembre 2026, c'est la date théorique des élections. Et c'est vrai qu'on a à cœur, depuis longtemps déjà, mais on a à cœur tout particulièrement maintenant, de constituer un certain nombre de rencontres Zoom pour mettre en exergue les enjeux, notamment sur la démocratie, mais sur la société israélienne de façon générale. Et donc c'est le premier Zoom, il y en aura, j'espère, d'autres sur d'autres sujets qui sont aujourd'hui cruciaux pour la suite, et puis avec cette idée qu'on puisse faire voter un maximum de gens en Israël, bien sûr, de franco-israéliens, et aussi, peut-être, on l'espère, de faire prendre conscience à des personnes qui ont la nationalité israélienne en France, en Belgique, enfin, francophone pour ceux à qui on s'adresse en particulier, et qui auront l'envie, la motivation pour monter dans un avion et venir voter parce qu'il y a un vrai enjeu pour notre démocratie. Alors, si vous voulez, le regard que je porte et qu'on porte beaucoup d'entre nous, c'est que la crise à laquelle on est confronté est une crise certes de régime, de la démocratie, mais finalement la crise que traverse la société israélienne, elle est multiple, elle est complexe, et de surcroît est venue sur cette crise systémique, est venue une guerre extrêmement difficile qui nous a tous traumatisés, tous choqués. Et donc ce soir, on abordera trois aspects de cette crise de la démocratie, cette crise du régime. Il y en a beaucoup d'autres. Et sur chacun des domaines, on pourrait même faire un zoom entier de plusieurs heures, tant il y a une densité de faits, de situations qui nécessiterait qu'on élabore. Ceci étant, on pourra ce soir donner juste un élément, un avant-goût, quelques points importants, puisque chacun de nos invités parleront dans un premier temps 10, 12, 15 minutes pour présenter sur la base des questions générales que j'ai préparées. Et puis effectivement, ensuite, c'est David qui reprendra l'animation et qui effectivement posera à nos invités les questions du public. Alors, je vais déjà présenter d'emblée nos trois intervenants et puis effectivement, ensuite, je passerai la parole sur la base des introductions générales que je leur ai proposées pour traiter des différents thèmes. On a ce soir avec nous Hélène Miller, qui est avocate franco-israélienne, qui est experte des sujets de la démocratie et de ses institutions, de la hiérarchie des normes, du contrôle juridictionnel, enfin de toute la dimension qui structure les institutions de la démocratie. Elle a vécu en Israël pendant 10 ans et parmi ces 10 années, on a battu le pavé ensemble quelques bonnes années, que ce soit, tu l'as dit tout à l'heure, à Balfour. Aujourd'hui, elle est basée à Paris, mais elle est une attentive observatrice de tout ce qui se joue au quotidien sur ces questions de l'actualité juridique et institutionnelle israélienne. On aura ensuite Manuel Elbaz Phelps, je crois qu'on ne la présente plus, qui est une journaliste très talentueuse, franco-israélienne, si, qui est correspondante au Point en Israël, éditorialiste de la chaîne 13, qui a couvert pendant la première partie de sa carrière les informations internationales sur Cannes, sur la chaîne 10, Cannes, puis sur la 13, puis sur la chaîne de la Knesset, puis dans les podcasts du journal Haaretz. Donc vous voyez un parcours tout à fait significatif, impressionnant. Et puis aujourd'hui, depuis le 7 octobre, elle couvre pour les médias étrangers la société israélienne, la politique israélienne, les enjeux du conflit israélo-palestinien et les enjeux géopolitiques régionaux. On aura enfin, en troisième, Nahor Narkis, qui est le fondateur du mouvement Chosrim Betvuna. En français, on pourrait appeler ça retour au savoir, retour aux différents savoirs, aux formes de savoir. En effet, vous allez comprendre, son action est orientée vers le public orthodoxe pour qu'ils accèdent à ce qu'on appelle l'imoudé liba, c'est-à-dire des études fondamentales de mathématiques d'anglais pour orthodoxes à sortir d'une certaine manière d'un certain carcan et de s'intégrer, que ce soit via les études, via le travail, via pourquoi pas l'armée, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, mais permettre à ces jeunes d'avoir accès finalement à pléthore d'informations, de savoirs auxquels ils n'ont pas accès aujourd'hui dans leur réalité quotidienne. Alors évidemment, avec Nahor, on ne parlera pas plus que ça de son activité, évidemment, il en dira un mot, mais il est ici sur le sujet de la société civile. Je crois qu'on
on ne peut pas parler de politique, on ne peut pas parler de démocratie si à un moment donné, on ne se tourne pas aussi vers la société civile. Si on parle de crise de la démocratie, évidemment, ça n'a échappé à personne. C'est pas juste une crise qui est passée sous le boisseau, c'est une crise qui a été particulièrement violente, particulièrement bouleversante pour la société israélienne, puisqu'on parle évidemment de la réforme. Et donc, j'aimerais avec Hélène qu'on puisse aborder la question de la structure, en quelques mots, du système politique israélien, de cette réforme qui, d'une certaine manière, a été coupée dans son élan, si on peut dire, par l'attaque du 7 octobre, et puis peut-être le post-7 octobre sur la façon dont s'articule de façon plus sournoise, plus complexe, cette réforme qui finalement se poursuit actuellement, aujourd'hui. On sera intéressé de voir de quelle manière et sur quels aspects ce gouvernement-là, par la force, au forceps, veut à tout prix réformer, on dira, les rapports qu'il y a entre le pouvoir exécutif et les différents pouvoirs, et notamment le pouvoir judiciaire. Voilà, Hélène, c'est à toi, je te laisse la parole. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. Donc effectivement, je vais présenter les choses de manière juridique sur le cadre pour qu'on comprenne vraiment dans quel cadre on se situe, pourquoi c'est un cadre vraiment particulièrement vulnérable et donc quelle est cette réforme dont on parle et comment est-ce qu'elle évolue depuis 2025. Et la question aussi que je vais me poser tout au long de la présentation, il y a un concept qui s'appelle le concept d'érosion démocratique. Et l'érosion démocratique, ça désigne le déclin progressif de la qualité d'une démocratie par transformation graduelle. C'est pas une rupture brutale, mais ça peut être des dirigeants élus démocratiquement qui utilisent des instruments légaux pour affaiblir progressivement les contre-pouvoirs. Et on se situe dans ce cadre-là. Voilà, c'est ce que je veux vous présenter. Donc d'abord, pourquoi Israël est particulièrement vulnérable? Donc comme vous savez, en Israël, on n'a pas de constitution. Au moment de la déclaration d'indépendance, il était prévu de mettre en place une constitution, mais pour différentes raisons de absence d'accord avec notamment les partis religieux et également le fait que c'était vu comme anticipé par rapport au nombre par rapport à la population qui allait grandir. Voilà, l'Assemblée constituante qui avait été réunie a commencé à faire des lois directement et ce qui a été dit un peu plus tard, c'est on va faire des lois fondamentales, Chok-Yesod, progressivement et ces lois fondamentales deviendront un jour une constitution. Donc l'État a commencé comme ça à mettre en place des lois ordinaires, des lois fondamentales, mais on n'a toujours pas de constitution. Et une grande particularité de ces lois dites fondamentales, c'est qu'elles peuvent être modifiées à la majorité simple. Donc il faut mettre ça en perspective avec la particularité de l'exécutif législatif israélien. C'est qu'en Israël, on a une coalition de 61, donc de plus de la moitié de la Knesset. Et donc à partir du moment où on a une coalition de législateurs, l'exécutif et le législateur, ils sont fusionnés. Ce qui veut dire que quand le gouvernement veut mettre en place une loi, une réforme, il a automatiquement la majorité. Et si on met ça en perspective avec le fait qu'il n'y a pas de constitution et il y a certes des lois fondamentales, mais le gouvernement législateur peut les modifier à la majorité simple, on comprend que le gouvernement, le législateur, a un pouvoir quasi illimité de légiférer. Alors je dis quasi illimité parce qu'il y a la Cour suprême qui est en réalité le seul contre-pouvoir en Israël. Donc la Cour suprême s'est octroyée de manière jurisprudentielle. Donc on appelle ça la révolution judiciaire de Aaron Barak en 95. Donc à l'occasion d'un arrêt, la Cour suprême déclare qu'elle est compétente pour pour contrôler une loi ordinaire à la lumière d'une loi fondamentale. Pour dire les choses plus simplement, la Cour suprême peut dire cette loi ne peut pas être appliquée parce qu'elle contredit tel ou tel principe. Voilà, principe de dignité, tous les principes qui ont été de répartition des pouvoirs, voilà, tous les principes qui ont déjà été édictés par une loi fondamentale.
Donc c'est contre ce contre-pouvoir que la réforme entend agir, que le gouvernement entend agir au travers de la réforme pour neutraliser les effets des décisions de la Cour suprême. Donc, la réforme judiciaire, elle a d'abord été présentée en janvier 2023 par Yariv Levin. Donc, l'objectif affiché, c'est de rééquilibrer les pouvoirs parce que il est dit que ce pouvoir du juge d'annuler une loi, c'est le gouvernement des juges dans la mesure où les juges ne sont pas élus, le gouvernement il procède de l'élection démocratique, donc ce serait antidémocratique. En fait, tout le monde ce serait antidémocratique d'annuler une loi qui a été promulguée de cette manière. Donc l'objectif affiché, voilà, c'était de rééquilibrer les pouvoirs. Et bon, vraiment rapidement, le contenu de la réforme. Donc on a un point important qui était la réforme du comité de sélection des juges. Donc pouvoir choisir des juges qui vont plutôt se ranger du côté du gouvernement, pour avoir un contrôle sur la sélection des juges. Ce qu'on appelle la Piskat Idgabrut ou la loi de contournement. Donc l'idée, c'est que le gouvernement et le législateur gouvernement, bon, je le dis ensemble à chaque fois, pourraient reprendre une loi identique à une loi qui aurait été annulée par la Cour suprême au motif de son incompatibilité avec une loi fondamentale à une majorité simple. Donc, encore une fois, neutraliser totalement les effets d'une décision. Limitation du contrôle des lois fondamentales. Également, affaiblissement des conseillers juridiques, j'en reparlerai, et la suppression de la clause de raisonnabilité, je vais aussi en reparler. Donc, en réaction, donc voilà, et c'était présenté comme un package qui devait être adopté rapidement et de manière globale. Donc, il y a eu les manifestations que vous connaissez. Ces manifestations, je crois, ont vraiment eu un effet parce que le seul texte, voilà, tous ces textes-là n'ont pas été jusqu'à l'adoption. Le seul texte qui a été adopté, c'était le texte sur la clause de raisonnabilité. Donc, l'idée de la raisonnabilité, c'est la possibilité pour le juge d'annuler une décision, on parle de décision gouvernementale, au motif qu'elle serait non raisonnable. Donc, l'idée, c'est de combler, dans certains cas, l'absence de loi, parce que la loi ne peut pas tout prévoir, mais le juge peut décider que, au vu des circonstances, cette décision est manifestement déraisonnable. Pour un exemple d'application de ce critère, il y a la décision d'Erie. Donc, la Cour de justice avait considéré qu'il était déraisonnable de nommer Aryeh Deri ministre par rapport aux condamnations pénales récentes qu'il venait de recevoir. Donc, le gouvernement est allé jusqu'au bout. La clause de raisonnabilité a été adoptée, enfin supprimée plutôt. Disons que la loi, c'était de supprimer la possibilité de juger sur le critère de raisonnabilité. Donc, ça a été adopté, et c'est une loi fondamentale. C'est la modification d'une loi fondamentale. Mais en janvier 2024, la Cour suprême a annulé cette loi. Donc la Cour suprême, pour la première fois, a annulé une loi fondamentale, ce qu'elle ne faisait pas avant. Avant, elle annulait des lois ordinaires au regard d'une loi fondamentale. Là, elle a annulé directement une loi fondamentale. Donc voilà, on est dans ce schéma de crise constitutionnelle potentielle parce que le législateur, le gouvernement considère que ce n'est pas légitime. Mais voilà, pour le moment, ça tient. Hélène, Oui, excuse-moi, je oui, comprends sur un élément. Je pense que c'est important pour les gens qui sont présents de voir dans quelle mesure la dynamique qui a été engagée sur cette réforme a créé c'est-à-dire a permis à ce qu'un élément de la démocratie, qui sont l'expression des citoyens, a fait que il y a une crise majeure, une crise qui était à la limite de la crise constitutionnelle, c'est-à-dire à un moment donné, on se retrouvait le 27 juillet était votée cette loi, et à un moment donné, on était à la limite dans la confrontation, à savoir est-ce que la police ou l'armée allait se ranger du côté de la Cour suprême ou du gouvernement. Et arrive à ce moment-là le 7 octobre, et effectivement, quelques mois plus tard, en fait,
dans le bruit de la guerre, la loi de raisonnabilité a été annulée, mais si tu veux bien, est-ce qu'on peut aborder pourquoi et comment et de quelle manière cette réforme-là a pris différentes formes depuis le 7 octobre, ce qui est d'ailleurs assez dingue, assez étonnant. On a eu une guerre, on est complètement traumatisé, on a été attaqué, on est en plein, et on reprend les hostilités. Effectivement, donc voilà, donc il y a une relance de la réforme qui a été opérée qui est en cours en 2025, donc qui est présentée de manière différente, moins bloc, mais c'est plutôt des réformes fragmentées, mais qui reprennent tous les chantiers qui avaient été mis en place initialement par la réforme le projet de réforme de 2023, et qui a encore une fois le même objectif, c'est-à-dire de neutraliser la Cour de justice. Donc la première mesure qui a été adoptée, c'est la réforme du comité de sélection des juges en mars 2025. Donc alors c'est beaucoup plus édulcoré quand même que la première réforme. La première réforme, il y avait un contrôle direct du politique sur de la majorité sur la nomination des juges. Aujourd'hui, on a une influence plus importante du politique, mais beaucoup moins que la version 2023. Mais la spécificité justement de ce que j'appelais érosion démocratique, c'est que justement, on n'a pas une mesure qui vient tout mettre en l'air et tout bouleverser. On a, et je vais continuer à le décrire, euh, plusieurs mesures sur tous les aspects de la démocratie qui viennent changer un point, un point, un point, un point. Et le résultat de tous ces éléments cumulés, ça affaiblirait de manière très conséquente les contre-pouvoirs. Donc un deuxième point qui a été modifié en mars 2025, c'est l'instance chargée des plaintes contre les magistrats. Pareil, la politisation accrue du mécanisme disciplinaire, encore une fois, ça peut mettre une pression sur les juges. Voilà, quand quelqu'un veut se plaindre d'un juge, il y a une procédure particulière, et là, la nomination des gens qui vont juger ça a été modifiée. Ensuite, je vais aller un petit peu plus vite. Donc, on a eu ensuite, au-delà des réformes euh, formellement adoptées, on a une série de tentatives de limogeage avec arbitrage de la Cour suprême qui montre encore une fois cette crise constitutionnelle, cette opposition flagrante entre l'exécutif et le judiciaire. Donc, il y a eu l'épisode Ronenbar. En mars 2025, il a été licencié, il a été renvoyé. Ce renvoi a été jugé illégal par la Cour en mai. Directeur du Shabak, hein, directeur des services de renseignement intérieur, Ronen Oui. Bar. Son limogeage a été jugé illégal par la Cour. Et là encore, on aurait pu être devant une vraie crise constitutionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement décide de le renvoyer, la Cour de justice dit non, vous n'avez pas le droit de le renvoyer, donc crise constitutionnelle, mais qui a été évitée par la démission de Ronen Bar quelques temps plus tard. Ensuite, dans un deuxième temps et de manière assez similaire, il y a le conflit avec le Gali Baharav Miara, qui est le attorney général, le conseiller juridique du gouvernement. Donc, je vais préciser un tout petit peu ses fonctions. Alors, elle a plusieurs fonctions cumulées. Elle a une fonction de conseil juridique du gouvernement, mais qui est contraignante, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de suivre ses avis. Elle peut également être à l'origine, et c'est le cas, de poursuites pénales contre les membres du gouvernement, et elle représente l'État dans le cadre de procédures. Donc, elle embête vraiment le gouvernement parce qu'elle est aussi un vrai gardien de la démocratie, un vrai contre-pouvoir, parce que à chaque fois qu'il y a une action du gouvernement, elle analyse au regard des règles de loi, elle dit là vous pouvez pas, et en général, souvent vous pouvez pas. Euh, sa révocation a été votée. Il y a eu un vote de défiance en mars. Sa révocation a été votée en août 2025 et a été annulée par la Cour en 2025, en décembre. Donc là encore, la même chose. Et bon, on a encore cette possibilité de crise constitutionnelle, mais le gouvernement s'y est rangé. Donc elle est encore en poste. Et maintenant, le gouvernement réfléchit à d'autres manières de la neutraliser, notamment en scindant ses fonctions ou en rendant ses avis non contraignants. Donc voilà, l'idée c'est de l'écarter pour affaiblir le contrôle de légalité des décisions.
Il y a quelque chose d'équivalent sur les conseillers juridiques ministériels. Donc, les conseillers juridiques ministériels, ils sont subordonnés aux conseillers juridiques du gouvernement et ils ont également des avis contraignants pour l'administration. Et le projet, c'est qu'ils soient nommés par les ministres et que leurs avis soient uniquement consultatifs. Ensuite, je voudrais dire un mot aussi, et tu me diras, David, si, voilà, s'il y a un point particulier à développer. Euh, sur le contrôle des mécanismes d'enquête, donc le 7 octobre en particulier. Là encore, on n'est pas directement dans la réforme, mais on est dans cette volonté du gouvernement de ne pas être contrôlé et d'avoir un pouvoir illimité et pas de ce qu'on appelle accountabilité, ne pas se remettre, ne pas être face à ses actes. Donc les commissions d'enquête, c'est une initiative gouvernementale. Mais jusqu'à présent, ça n'a jamais été un débat devant des grands chantiers à évaluer, notamment la guerre de Kippour, où il y a eu à chaque fois des commissions. Donc, elles sont à l'initiative gouvernement. Mais après, c'est présidé, pardon, par la Cour suprême. Donc, c'est encore une fois la question. Donc, le gouvernement dit non, voilà, ça va être le gouvernement des juges, ils vont être biaisé. Donc, on n'ouvre pas de commission d'enquête. Il y a une procédure également qui est en cours. Et le gouvernement soutient que la Cour ne peut pas imposer l'ouverture d'une telle commission et souhaite une commission gouvernementale, en fin de compte, qui contrôlerait eux-mêmes. Ensuite, on a eu beaucoup de déclarations sur le refus d'appliquer des décisions. Quand le président de la Cour suprême, Isaac Amit, a été nommé, c'était Yariv Levin qui dit qu'il refuserait, je crois, hein, d'appliquer ces décisions, une défiance. Donc, on a toujours cette opposition exécutif-législatif qui est vraiment un signal de crise constitutionnelle. Et voilà, et ça s'étend également à d'autres sphères, les médias, la société civile. Il y a également des discussions sur le processus électoral. Voilà, donc si on met ensemble tous ces éléments, donc nomination judiciaire, présentation sur les gatekeepers, ce qu'on appelle donc le conseiller juridique du gouvernement, le contrôle des enquêtes, les tensions avec la Cour, des projets qui touchent les médias, on est clairement dans une dynamique d'érosion démocratique, mais je voudrais quand même soulever ce qui distingue ce qui se passe en Israël de ce qui a pu se passer en Pologne ou en Turquie, par exemple. C'est justement une mobilisation citoyenne massive qui est quand même possible. Alors oui, il y a des violences policières, mais la mobilisation citoyenne reste possible. Une Cour suprême vigoureuse qui prend des décisions et qui est au final respectée quand même. Voilà, et donc les reculs gouvernementaux et les conseillers juridiques du gouvernement qui aussi sont remis en question, sont critiqués, ils veulent les mettre. Mais au final, le gouvernement recule. Et c'est ces facteurs qui permettent encore aujourd'hui de dire qu'on est dans un système encore démocratique. Mais voilà, ça repose sur un équilibre fragile. Voilà, Cour suprême, conseiller juridique et la mobilisation citoyenne. Euh, voilà, donc faut continuer. Merci, merci Hélène. Je vais amener un élément qui n'est pas le domaine de compétence en tant que juriste, mais qui est plus mon domaine de compétence de psychologue, sociologue, et c'est ce que j'appellerais le harcèlement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des constructions de narratifs concernant les juges, concernant la conseillère juridique du gouvernement. Vous avez des harcèlements, le président de la Cour suprême qui n'est pas invité à la Knesset lors d'un événement, en l'occurrence c'était l'accueil de Donald Trump. On a aussi, par exemple, on l'a vu il y a quelques jours, un espèce de petit voyou à la solde du Likoud qui vient menacer quasiment physiquement Aaron Barak, qui a 86, 87 ans, qui est un vieil homme, de façon tout à fait inadmissible. Donc on a aujourd'hui une ambiance. Les juges, même s'ils tiennent la route, ce sont des êtres humains et à un moment donné, quand ils sont harcelés, attaqués, pointés du doigt dans la presse, évidemment, au bout d'un moment, ça peut, d'une certaine manière, arrondir les angles du point de vue du gouvernement et amener à des décisions qui soient, entre guillemets, plus complaisantes. Hmm. Oui, il y a un point aussi que j'ai pas cité, c'est il n'y a pas eu de nouveaux comités de sélection des juges parce que voilà, Yariv Levin refuse de
d'ouvrir la session, en fait. Et ce qui fait que les juges les plus libéraux partent à la retraite. Et voilà. Donc, et en fait une utilisation de toutes les failles, en fait. Voilà, quand c'est une initiative gouvernementale, c'était des questions qui se posaient pas avant. Et s'il faut enquêter, on ouvre une commission d'enquête. Mais là, voilà, ils vont. À chaque fois que c'est une initiative gouvernementale et qu'on peut en profiter pour ralentir les choses et pour aller toujours vers son objectif de plus de contrôle et moins de démocratie, c'est utilisé. Effectivement, les gens doivent connaître un petit peu dans quel est leur système et quels sont les jeux de pouvoir et de contre-pouvoir, et puis surtout la dynamique dans laquelle on est. Alors toi, c'est ton point de vue juridique, moi, mon point de vue politique, c'est que évidemment, il y a un objectif, on n'affaiblit pas la démocratie pour l'affaiblir. Il y a des forces en présence, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient personnelles, on sait bien, qui se croisent, qui s'allient pour affaiblir la démocratie et tout ce processus finalement de faire respecter la loi. On peut Hmm. parler de démocratie, et donc là, je vais m'adresser, merci Hélène, je vais m'adresser à Emmanuel. On ne peut pas parler de l'érosion de la démocratie, d'attaque sur la démocratie, sans parler du quatrième pouvoir, à savoir les médias, la presse, ce qui est censé être la voix critique, qui aussi représente d'une certaine manière les citoyens, pour porter un regard sur tout ce qui se passe dans la société, et notamment sur l'action politique des élus. Emmanuel, en tant que journaliste qui porte un regard sur son métier et sur ce qu'il arrive dans ce métier de façon globale. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue, ton regard général. Je pense que la première chose à savoir, qui à mon avis n'est pas encore comprise réellement par le grand public israélien, c'est ce qui a été compris en ce qui concerne les attaques sur la justice, sur le système judiciaire, ce que Hélène Miller a très bien expliqué. En réalité, en regardant ce qui avait été appelé la réforme judiciaire, il a été très vite compris et expliqué qu'on ne pouvait pas prendre les mesures une par une de façon isolée et qu'en discuter de chacune de façon isolée, en fait, c'était ne pas comprendre le problème comme il se présentait réellement. Et c'est-à-dire qu'il faut absolument regarder tout l'ensemble. Juste changer la façon de choisir des conseillers juridiques ou juste changer une loi, c'est pas ça qui fait un changement de régime. Mais quand on met tout à bout, là, on arrive à une vraie atteinte à la démocratie. Et en fait, au niveau des médias et de la presse israélienne aujourd'hui, on est dans la même situation. C'est-à-dire que si on fait une discussion qui va juste essayer d'expliquer pourquoi est-ce que le gouvernement veut absolument maintenant fermer la radio de l'armée qui est Galet Tsahal, c'est une discussion importante, mais on ne peut pas la faire de façon isolée. En réalité, il faut comprendre qu'il y a une espèce d'attaque qui n'est pas qu'une attaque gouvernementale, mais elle est institutionnalisée. Elle date depuis longtemps et elle est elle a passé les vitesses doubles et triples ces derniers mois. Et donc, il faut regarder l'ensemble des choses pour comprendre à quel point ça devient vraiment inquiétant. C'est-à-dire qu'on a des exemples, hein, ça a été déjà évoqué, mais je vais le redire. Il y a la Turquie, il y a la Hongrie, entre autres, qui ont vraiment appliqué ces façons de fonctionner. Aujourd'hui, euh, Orban, en Hongrie, son parti politique détient 80% des médias. Et là, on voit réellement que ce qui se passe dans le paysage médiatique israélien, ben c'est en tout cas, ça a vraiment l'air d'être une volonté d'arriver à quelque chose comme ça. Alors juste pour vous donner comme ça une vue d'ensemble, ce qui se passe concrètement ces derniers mois, donc le gouvernement israélien a décidé de fermer la radio de l'armée Galet Tsahal. Pour l'instant, c'est bloqué par la Cour suprême. Et alors, encore une fois, on peut rentrer dans les détails, c'est une volonté qui existe des gouvernements passés, pratiquement depuis la création de cette radio, il y a des appels pour la fermer, on peut en parler. Mais encore une fois, je veux qu'on en parle dans l'ensemble des mesures qui sont proposées maintenant, parce que ça a son importance. Donc la radio de l'armée, Galet Tsahal, que le gouvernement voudrait fermer. Le ministre de la Communication, donc qui est du parti de Netanyahou, qui est du parti du Likoud, Shlomo Kari, a mis en place ce qu'il appelle une réforme la communication, de l'information des médias en Israël, où il y a des mesures en fait qui seraient assez dangereuses pour les deux grandes chaînes commerciales privées, la 12 et la 13, et pas seulement, il y a énormément de mesures, on peut en parler. Il y a une volonté de fermer le service public Cannes, la chaîne 11, ou bien de fermer les informations de la chaîne 11. Ça change à chaque fois la proposition, mais donc une attaque aussi là-dessus. Et puis maintenant, on sait depuis quelques jours
que la chaîne 13, donc une des chaînes privées, et donc ça, c'est pas une action gouvernementale, mais le gouvernement, selon les dernières informations rapportées par les journaux en Israël, a sa mainmise. La chaîne 13 serait rachetée, ou en tout cas rentrerait en tant qu'investisseur Patrick Drahi, qui est le propriétaire de HOT, donc le câble israélien, et aussi le propriétaire de I24 News, en français, en anglais, en arabe, en hébreu. Et ça, ce serait quelque chose qui serait avec une intervention du gouvernement israélien en coulisses de tout ça. Donc ça, c'est sur le... En fait, et on voit bien en fait que le but quoi, de cette façon de faire, en réalité, ben, c'est forcément de gêner la presse libre, de faire en sorte qu'il y ait moins d'enquêtes, de faire en sorte qu'il y ait moins d'investigations profondes sur la corruption gouvernementale, etc. Enfin, tout ce qu'on sait qu'un gouvernement voudrait ne pas permettre d'être raconté aux citoyens qui sont cette année, à un moment donné, bah, non pas seulement des citoyens, mais aussi des électeurs. Voilà, donc pourquoi c'est important et pourquoi est-ce que David a raison quand il présente le fait que l'attaque sur la presse est aussi une attaque sur la démocratie, c'est que il est impossible, on peut tenir des élections en ayant attaqué la presse libre et la presse indépendante et en ayant affaibli profondément le journalisme en Israël. On peut avoir des élections, mais quand on va voter sans avoir les informations en main, et ben forcément, il y a un vrai problème dans le système démocratique. Oui, il y a deux autres aspects sur lesquels j'aimerais qu'on échange. Est-ce que tu penses que ces dernières années, le niveau de déontologie et d'éthique du journaliste dans un contexte d'attaque permanente a changé au point de se retrouver potentiellement, à la suite de son plein gré, je dirais, le porteur de messages du gouvernement? Alors, la presse israélienne, les médias israéliens, et je ne parle pas que du Haaretz, mais je vais plutôt parler en fait de là où moi j'ai évolué la plupart de ma carrière et où je suis encore aujourd'hui. C'est vraiment les médias grand public israéliens, hein, les grandes chaînes de télé, 11, 12, 13. Sur les grandes chaînes israéliennes, s'il y a quelque chose que vous allez entendre, mais c'est vraiment sans aucune censure, ça va être la critique du gouvernement et de Netanyahou. Ça, il y a vraiment... la presse israélienne est libre et la critique du gouvernement et de Netanyahou existe partout. Elle est même, il faut le dire, euh, très bien reçue dans ces grandes chaînes. Vraiment, aucun problème là-dessus. Là où il va y avoir une autocensure ou une espèce... Je ne sais pas si c'est une complaisance. Alors d'abord, il y a deux choses. Il y a d'abord, le journalisme a évolué dans le monde entier, en Israël aussi, c'est-à-dire que ce journalisme français qui est très classique à la française de dire le journaliste n'est pas l'histoire et puis le journaliste n'a pas d'opinion politique. D'ailleurs, il n'a pas vraiment de nom, il n'a pas de visage, il n'existe pas, il est juste quelqu'un qui apporte l'information. Ça n'existe plus très peu dans le monde et pas du tout ni aux États-Unis ni en Israël. Le modèle israélien a toujours été un modèle très américain, c'est-à-dire que le journaliste, principalement à la télé, c'est un personnage que le public doit connaître, il doit s'identifier à lui, doit s'attacher, en tout cas avoir envie de le regarder et d'allumer la télé pour lui. Donc le journaliste est présent et de façon un petit peu naturelle, avec aussi les changements dans le monde, l'opinion personnelle, la position politique du journaliste est devenue de plus en plus présente. Ça ne veut pas dire que chaque journaliste en télé demande de venir et de présenter ses opinions politiques, mais ça veut dire qu'une des évolutions qu'on voit ces dernières années et depuis la guerre, vraiment de façon dramatique, c'est que les émissions de télé en Israël, c'est devenu ce qu'on appelle des plateaux de talk-show. Les gens sont assis, moi je participe à ça, à mon grand désespoir, je l'avoue. Les gens sont assis autour d'une table et on parle, on parle, voilà, on parle. Et donc, pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? Et faut le dire très clairement, c'est un modèle qui coûte pas cher. À partir du moment où les studios existent déjà, les caméramans aussi, les gens sont là, ils sont présents, ils parlent. C'est beaucoup moins cher que d'aller sur le terrain, que d'envoyer un caméraman, de faire des recherches, que de vérifier les infos, etc. Et à partir de ce moment-là, bah forcément, quand on ne peut pas inventer de l'information toutes les heures en plateau, bah ça va tomber dans l'opinion. Donc l'information de manière générale, mais vous connaissez ça aussi dans les médias dans le monde entier et aussi en France, ça devient beaucoup de l'information d'opinion. Donc oui, dans ce système d'information d'opinion, tu vas avoir énormément de gens qui vont prendre des opinions qui sont pro-gouvernementales et d'autres qui vont être anti-gouvernementales. Par contre, là où il y a une vraie autocensure, c'est qu'en réalité, le gouvernement israélien sait, je vais être très clair, Benjamin Netanyahou sait très bien délimiter
les cadres du discours public. C'est vraiment un talent qu'il a depuis des décennies. De quoi on parle, de quoi on ne parle pas, avec qui on a le droit d'avoir rendez-vous, avec qui on n'a pas le droit d'avoir rendez-vous, quels sont les sujets qui sont complètement hors vue et hors approche du grand public, politique, etc. Et de façon consciente ou pas consciente, ben en fait, en gros, les médias mainstream jouent ce jeu-là. Et donc, il y a certaines choses qui sont complètement sorties du discours. Il y a des mots qu'on ne dit plus. On ne dit pas occupation sur un plateau télévision. Même, c'est très rare, même quand on est de gauche ou qu'on n'est pas forcément. Un journaliste qui va se permettre de dire un mot comme ça risque de s'en prendre plein la tête de façon très claire. On ne parle même plus du conflit israélo-palestinien parce que c'est sorti du débat public. Donc, évidemment, je généralise hein, quand je vous parle, mais il y a vraiment des choses qui sont devenues une autocensure. Et alors, il faut dire les choses comme elles sont. Pendant la guerre à Gaza, et ça, on a une étude d'une docteure, d'une PhD en communication, qui est une ancienne journaliste israélienne et qui est maintenant à Londres, Ayala Paniewski, qui a écrit un livre qui s'appelle The New Censorship, la nouvelle censure. Et elle raconte comment ce système d'autocensure journalistique s'est installée depuis des décennies en arrière dans le monde et en Israël notamment. Et elle a fait une étude sur les 6 premiers mois de la guerre. Les 6 premiers mois de la guerre, elle a regardé avec son équipe tous les soirs le 20h de la chaîne 12, qui est la chaîne la plus regardée en Israël, sur tous les sujets qui parlaient de Gaza. Donc tous les soirs, il y avait un sujet sur Gaza, sur la guerre à Gaza, etc. Il y a eu 3% uniquement qui ont apporté un élément civil de la vie à Gaza, c'est-à-dire une image, un nom d'une famille, des personnes humaines, quoi. Sinon, on ne parlait que du Hamas, des otages, évidemment, des soldats. Et les médias israéliens n'ont pas montré Gaza, à part montrer des images de destruction depuis l'espace aérien pour montrer que en fait, la guerre était en train d'être gagnée ou ce genre de choses. Il n'y avait pas d'image de Gaza. Moi, je suis très critique de ça parce que je pense que nous, les journalistes israéliens, nous avons vraiment échoué sur la couverture de la guerre et que nous n'avons pas fait notre travail et n'avons pas rempli notre devoir de journaliste qui est d'apporter l'information aux citoyens israéliens. Toute l'information. Mais c'est un système qui s'est instauré où, en effet, la critique il y a de quoi critiquer aujourd'hui. Nous, les journalistes israéliens, nous avons beaucoup de tort. Par contre, je pense que dans la situation actuelle, où il y a encore énormément d'excellents journalistes israéliens qui révèlent les choses qui sont à révéler. Quand aujourd'hui, par exemple, il y a 2 jours, le Premier ministre publie les protocoles qu'il choisit de publier sur ce qu'il a été dit avant le 7 octobre et ce qui aurait mené au 7 octobre, et qu'il choisit seulement des brides de citations ou celles qui servent en fait son propos et qui vont accuser les autres et qui vont le dédouaner de toute responsabilité, ce sont les journalistes qui travaillent sur ces sujets qui vont amener la suite des citations pour montrer que la version de Netanyahou n'est pas complète. On a depuis le 7 octobre des journalistes qui ont été sur le terrain, qui ont été dans les kibboutz depuis le premier jour, qui ont été vraiment témoins et parfois même acteurs sans le vouloir de scènes qui ont été très très compliquées. Donc vraiment, je voudrais juste mesurer ma critique parce que il y a énormément de choses que l'on doit mieux faire, mais le gouvernement et le climat actuel font assez pour affaiblir les médias israéliens, et ce qu'il reste, il faut vraiment le préserver et le renforcer. Et c'est pas pour nous et pour notre salaire à la fin du mois ou pour notre ego, mais c'est réellement, je pense, pour pouvoir continuer à amener l'information au grand public. Il y a un autre système en fait qui est mis en place de façon très insidieuse, mais vraiment très 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 claire par le gouvernement israélien. C'est ce que Steve Bannon, le conseiller de Donald Trump, avait dit il y a quelques années. Il avait dit la méthode est simple, et excusez-moi donc pour mon français, pardon my French, il avait dit la méthode est simple, il faut inonder tout le monde de merde. Et en gros, ça veut dire attaquer, donner plein d'informations, qu'il se passe plein de choses tout le temps, et on ne sait plus où donner de la tête. Il y a de l'info en Israël, dans le monde entier, c'est devenu comme ça parce que Donald Trump, mais en Israël, c'est puissance 25, il y a de l'info toutes les heures. C'est-à-dire que le frère du chef du Shin Bet est accusé d'avoir fait de la contrebande de cigarettes
à Gaza, donc avoir vendu des paquets de cigarettes ou avoir fait de la contrebande de paquets de cigarettes, de cartouches de cigarettes qui sont rentrés à Gaza, avoir touché des centaines de milliers de shekels, donc il est accusé, il n'a pas été encore inculpé, hein, mais donc il y a une accusation contre lui, c'est le chef, c'est le frère du chef du Shin Bet, et donc cet argent serait forcément retombé en partie au moins dans les mains du Hamas, donc il est accusé d'avoir aidé l'ennemi en temps de guerre. C'est quand même extraordinaire, c'est hallucinant. C'est censé être une information qui va nous occuper une année entière. C'était la semaine dernière, on n'en parle plus. Parce qu'entre-temps, on a eu tellement de choses qui se sont passées qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et ça aussi, c'est une façon d'affaiblir les médias. C'est que les journalistes ne savent plus que raconter, quoi raconter, où mettre leur focus en premier. Et les attaques dont nous sommes victimes sont aussi des attaques alors, on a toujours peur d'en parler. Oui, est-ce qu'on n'est pas égocentrique? Est-ce que c'est important de raconter à quel point c'est difficile d'être journaliste en ce moment? Je ne vous parle pas aussi des conditions de travail, mais ça en fait partie. Quand les chaînes de télévision travaillent tout le temps dans des budgets qui baissent, qui sont réduits, etc., forcément, tout ça, tout a une influence et tout est lié. Et la dernière chose, c'est ce que disait aussi David, c'est ces groupes, ces groupuscules, ces espèces de milices de militants qui se considèrent être des militants de droite, qui vont aussi attaquer des journalistes en les harcelant dans la rue et en leur faisant comprendre que bon, bah, si ils vont révéler des informations qui vont déranger ou qui vont être considérées gauchos, et ben forcément, on va les associer. C'est très facile, hein, la façon d'associer les choses, c'est anti-Bibi, donc gaucho, c'est terroriste en gros, c'est allié des terroristes. Et forcément, tout ça, ça joue. Est-ce que quelqu'un ne se pose pas la question 2 fois avant d'apporter une information en plateau qui peut ensuite se dire, bah, est-ce que j'ai envie d'avoir une milice en bas de chez moi? Les attaques existent, mais le grand public israélien, et en fait, vous savez, la majorité, c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Le grand public israélien, le mainstream, qui est la majorité saine, moi je la considère la majorité saine et silencieuse, on se rend compte qu'en réalité, il y a un vrai public qui est aussi actif dans la demande d'informations, de critiques, Je vais être très claire. Quand moi j'étais en plateau et j'ai parlé des victimes palestiniennes civiles de la guerre à Gaza, ça a été très mal accueilli en plateau. J'ai passé, puisque, comme je l'ai expliqué avant, ça ne fait pas partie des choses dont on est censé parler sur les grands médias israéliens, un climat qui s'est installé de façon insidieuse sans qu'il y ait aucune loi ou qui que ce soit qui m'interdise de dire quoi que ce soit. Mais ça a été très mal accueilli en plateau. J'ai choisi de couper ce petit passage et de le mettre sur les réseaux sociaux. Je m'attendais à être attaquée réellement sur les réseaux sociaux et par ce qu'on appelle la machine poisonneuse. Et en fait, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est l'inverse. J'ai eu des centaines de messages de soutien et de remerciements de pouvoir remettre sur le débat public, en fait, une partie de l'information qui n'y existait plus, une partie des termes qu'on n'employait plus. Et ça, c'est très important. J'essaye de le dire au maximum pour faire comprendre que, en réalité, ben, c'est pas une toute petite minorité qui, aimerait, enfin, qui est inquiète et qui voudrait en fait être conservatrice et essayer de garder une démocratie libérale avec une presse qui puisse faire son travail. Un élément qui me paraît important, lorsque le journaliste arrive et assume des opinions, la question c'est jusqu'où le fait d'être en position d'énoncer des opinions ne risque pas d'effacer finalement la nécessité absolue de donner de l'information. Et lorsqu'on est dans l'opinion et qu'on n'est plus dans l'information, est-ce que ça ne fait pas aussi le jeu d'une chaîne comme la 14 qui est pas une chaîne de télévision, qui est, de mon point de vue, une officine de propagande, avec des mensonges du matin au soir, et qui rend, entre guillemets, l'information comme étant une opinion. Et donc, tout d'un coup, une espèce d'embourbement dans cette incapacité à séparer le grain de livret auquel les Israéliens se confrontent. 14, justement, parce que les gens ne le connaissent pas. Tu peux lui dire un mot ce que c'est comme chaîne Ouais, et derrière. ok. Merci. Alors, sur la première question, sur
Sur les médias étrangers, la polarisation, c'est devenu en fait un petit peu le drame, je trouve, de tous les médias en Israël et dans le monde, pratiquement tous les médias. C'est vraiment voilà cette polarisation, c'est-à-dire avoir compris en fait qu'il faut choisir son camp pour pouvoir parler à ses lecteurs. Il y a aussi une logique commerciale derrière ça pour les médias privés, c'est de dire si j'ai mes lecteurs, mes téléspectateurs, mon public qui adhèrent à ce que je leur propose comme, euh, comme contenu, ils vont être fidèles. Et en général, le contenu qui va faire que les gens s'accrochent, c'est un contenu qui polarise, c'est un contenu qui n'est pas plat, mais qui va réveiller un sentiment au sein des gens. Et donc, forcément, les médias sont de plus en plus polarisés, ce qui est, à mon avis, vraiment dramatique. Justement, pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec des gens qui regardent telle chaîne, des gens qui regardent telle chaîne, et en fait, qui commencent à évoluer dans des sociétés parallèles sans avoir la même information. Et alors, là où le problème devient très existant, et là, je rejoins en fait la deuxième partie de la question sur la chaîne 14, et je vais dire un mot sur la chaîne 14, c'est qu'il n'y a aucun problème à avoir une opinion. J'ai mis longtemps à le comprendre. On n'est pas obligé de la présenter, son opinion. Et il y a une grande différence entre avoir une opinion politique, parce que cette discussion ce soir est une discussion politique. Vouloir défendre la démocratie, c'est forcément une discussion politique. Ça ne la rend pas politique au sens de partisane du parti, d'accord? C'est pas parce que je m'exprime pour la démocratie israélienne qu'on sait pour quel parti politique je vais voter derrière. Et ça, je pense que ça m'appartient à moi en tant que journaliste. Je ne suis pas obligée de m'exprimer sur ces questions-là. Par contre, là où ça devient, alors il y a des journalistes dont le boulot est d'écrire uniquement des opinions et d'être ce qu'on appelle des éditorialistes uniquement, très bien, certes, d'accord. Le journaliste qui fait du reportage ou le journaliste qui fait de l'information, à lui d'amener l'information. Et là, même s'il a une opinion, après c'est très facile de savoir si le journaliste est un bon journaliste. Il doit recouper ses sources, il doit amener des éléments concrets quand il parle et il doit amener du fait. Et moi, en tout cas, personnellement, ça c'est ma façon d'aborder les choses en me retrouvant sur des plateaux d'opinion, entre autres, des plateaux d'actualité dans lesquels on glisse vers l'opinion, ce qui n'est pas un exercice que que je voulais choisir en Israël, mais c'est ce qui existe pour moi en ce moment, en tous les cas, par choix aussi. Je fais en sorte d'apporter dans mon propos, personnellement, c'est un choix, le minimum d'opinion, le maximum d'informations. Évidemment, dans le choix de mes informations et dans le choix des sujets que je mets en avant et dans le choix des informations, il n'est pas très compliqué de comprendre, en gros, ma vision politique. Voilà, ça c'est. En fait, la vision politique ne vient pas forcément entacher le professionnalisme, pas du tout. La chaîne 14, c'est une chaîne qui appartient à Mikhailishvili. C'est un homme d'affaires russe. Il est le propriétaire de cette chaîne. C'est une chaîne qui, en fait, c'est un peu compliqué, mais en gros, elle n'est soumise à aucune norme de régulation de supervision comme les autres chaînes privées israéliennes. Parce qu'en fait, elle ne diffuse pas réellement sur une des chaînes. C'est un espèce de satellite câble qui n'est pas une des chaînes principales israéliennes. Donc, elle a aucune contrainte. Les autres chaînes de télévision, qui sont la 13, la 12 et la 11, et pareil, I24 n'ont pas de contrainte non plus. Les autres chaînes de télévision doivent mettre une partie de leur budget dans des productions israéliennes. Il peut y avoir des plaintes contre eux s'ils dépassent certains propos. Leur budget est sous tel et tel contrôle. Il doit y avoir tel et tel board, etc. C'est pas du tout le cas de la 14. En fait, la 14, c'est vraiment quelque chose qui a le droit à tout et à rien. Et puis surtout, comme le disait David, si un journaliste ou si une personne de télé sur la 14 va inventer une information, c'est des choses qui arrivent, hein, bah, aucune conséquence. Et en fait, le public va regarder cette information et va absolument pas savoir. Et si quelqu'un veut se plaindre, il se plaint à qui? À personne. C'est vraiment comme si c'était quelqu'un qui avait sa chaîne YouTube et qui pouvait en faire ce qu'il voulait, sauf que c'est pas une chaîne YouTube, c'est sur la chaîne 14 en Israël. Il faut savoir que l'émission principale de la chaîne 14, qui s'appelle Les Patriotes, qui est présentée par un ancien journaliste, Inon Magal. Je dis que c'est un ancien journaliste parce que lui-même ne veut pas qu'on dise de lui qu'il est un journaliste. Il considère que c'est une insulte. Et ben, Inon Magal, c'est quelqu'un de très, très, très populaire en Israël, proche de Netanyahou. Il s'affiche officiellement soutien de Netanyahou. Et son émission commence par une annonce où il est dit que cette émission est une émission satirique
et il ne faut pas prendre les propos au sérieux. Et en fait, ça, c'est vraiment ce qu'ils ont appris de Tucker Carlson aux États-Unis, qui était aussi un présentateur sur Fox, qui a pété un câble, qui a ouvert sa chaîne YouTube, qui est antisémite notoire et qui était un proche de Trump, mais il devient même un peu trop extrême pour Trump. Et Tucker Carlson, après s'être fait attaquer en diffamation pour avoir menti sur une femme lambda, dans son procès, son avocat a dit: mais vous savez bien que Tucker Carlson, entre les faits et Tucker Carlson, il y a un océan. Personne ne croit à ce qu'il dit. Donc, en gros, oui, il ment. Et ensuite, pour ne pas se faire attaquer à nouveau, ils ont mis une pancarte. Cette émission est une émission satirique. Alors, Inan Magal, une fois, il a été interrogé par le New Yorker sur son lien à Tucker Carlson. Il a dit: je ne connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler. Une chaîne qui, pour moi, n'est pas une chaîne d'information, je suis d'accord avec toi, et qui est une chaîne de propagande qui s'affiche, puisque le correspondant politique de cette chaîne, Berdugo, est un proche de Netanyahou, qui est aussi celui qui fait les deals au sein du Likoud et qui construit la coalition gouvernementale pratiquement à chaque nouvelle élection avec Netanyahou. C'est pas quelque chose de secret, c'est quelque chose dont il se vante, hein. Donc c'est le conseiller Netanyahou, c'est un mec qui est dans le Likoud, c'est aussi un homme d'affaires et en même temps il est journaliste politique. Il y a un truc qui va pas, quoi. Merci Emmanuel. Est-ce que l'information à travers les réseaux sociaux font et comment elle challenge finalement le journalisme traditionnel des mainstream? Il y a beaucoup de sujets, je pense mais ça nous donne une perspective de dans quelle crise on se trouve, comment le monde journalistique et les faits et ce qu'on est en train de vivre, une espèce effectivement, tu l'as dit, alors moi je prendrais la référence de Naomi Klein sur la stratégie du choc, c'est-à-dire effectivement d'envoyer en permanence de l'information, et c'est ce qu'on vit au quotidien. Les gens qui font de la politique ici ou qui s'intéressent à la politique sont abasourdis au quotidien du nombre d'affaires qui sort. Ça nous amène aussi dans une espèce de crise morale, où à partir du moment où on a une machine qui n'est pas juste une bande de rigolards qui sort des fakes et qui sont des grands satires, on a aussi un outil de propagande pour le gouvernement, pour faire passer ces sujets, ces décisions, éventuellement normaliser des choses qui sont anormales. Un autre élément fondamental de la démocratie, c'est la société civile. C'est-à-dire que quand on regarde une démocratie de façon sèche, les gens, une fois tous les 4 ans, mettent un papier dans une urne pour choisir son représentant. Et une fois que le représentant est élu, il peut, et c'est ce qu'on voit en ce moment, faire absolument ce qu'il veut. Rien de ce qui est fait par ce gouvernement n'a été annoncé dans un programme quelconque. Et aujourd'hui, un des éléments de contre-pouvoir qui est à la base, c'est la société civile, c'est les collectifs de citoyens qui se réunissent et qui prennent en main volontairement, de façon absolument extraordinaire, les problèmes qu'ils considèrent qui doivent être traités, du moins mis en avant, et auxquels on doit apporter des réponses, que ce soit des réponses à l'échelle des citoyens qui se mobilisent, mais que ce soit aussi des réponses législatives, et que ce soit des réponses en termes aussi de prise de conscience via les médias. Aujourd'hui, même si on l'a dit tout à l'heure, notre société civile est mal en point. Alors, je voudrais que tu nous présentes en quelques mots, évidemment, ton action. Je rappelle, on se l'est dit, j'aimerais qu'on puisse, avec nos amis, pouvoir faire une émission dédiée notamment à l'enjeu, si tu veux, du développement de la société orthodoxe. Et donc, on aura évidemment le plaisir de te réinviter, mais je voudrais que tu nous présentes ton action et puis que tu nous donnes, avec un petit peu de recul, ton regard sur la façon dont la société civile, est-ce qu'elle est encore un rempart à la démocratie? Est-ce qu'elle est encore capable de tenir debout, faire face à ce gouvernement et à ses velléités, on va dire, de changement de régime? Merci David. Bonsoir à tous. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer ce soir. Je m'appelle Nahon Narkis et je suis le fondateur de l'organisation Chozrim Betvuna. En français, c'est Retourner à la raison. Et on aide les ultra-orthodoxes israéliens à s'intégrer dans la société libérale. Et je suis également candidat à la Knesset pour le Parti démocrate pour la prochaine élection. Et notre organisation, ce qu'on fait, c'est aider les ultra-orthodoxes à accéder à l'information, comment devenir libéral. Je ne sais pas si tout le monde sache ça, mais en Israël, les ultra-orthodoxes, ils sont 24%
de jeunes élèves à l'école. Aujourd'hui en Israël, 24%, c'est ultra-orthodoxe. C'est les élèves qui apprennent pas anglais, pas la mathématique, et ils n'ont pas l'accès à la valeur de démocratie et ils savent pas beaucoup sur notre société libérale. Et on aide pour les ultra-orthodoxes à devenir libérales. Et nous avons un grand défi avec la police en Israël. Euh, il arrive que la police intervienne contre des stands ou des activités publiques organisées par notre mouvement. Et chaque fois que nous nous tenons dans la rue pour exercer notre droit démocratique à débattre avec les autres orthodoxes sur la science, sur l'éducation, ou l'enrôlement militaire, c'est un grand sujet ici. 3 ou 4 voitures de police arrivent dans quelques minutes pour nous arrêter et confisquer notre matériel. Et c'est pas quelque chose qui arrive une fois par 5 ans. C'est tous les semaines. C'est 4 fois par mois que chaque fois qu'on arrive à la roue, c'est les policiers qui arrivent très très vite. Et je suis vraiment la victime dans cette situation et il faut de moi un criminel. À plusieurs reprises, j'étais physiquement agressé lors de mes activités avec Rosrim Betvuna. Et malgré la gravité de ces agressions et le signalement effectué, la police n'a absolument rien fait. Il y a une passivité totale face à la violence physique subie par ceux qui remettent en question l'ordre religieux. Et ici, je veux parler sur quelque chose que peut-être pour les Français, ça a l'air bizarre ou pas normal, mais ici, en Israël, le pouvoir de la religion est extrêmement fort. C'est pas comme en France que il y a une grande différence entre le pays et la religion et vous avez la loi de 1900 qui sépare entre l'État et la République et la religion. Ici, nous avons aujourd'hui la gouvernement la plus religieuse qu'on avait en Israël depuis toujours. Aujourd'hui, la coalition en Israël est tout à fait différente que les autres coalitions que Netanyahu avait dans le passé. Et même dans 2010-2015, Netanyahu toujours avait une coalition avec les partis qui sont libéraux. Et Yair Lapid était avec Netanyahou, et Lieberman était avec Netanyahou, et tout le monde était avec Netanyahou. Même la partie travailliste était avec Netanyahou. Mais aujourd'hui, c'est la première fois qu'il a une coalition qui est tout à fait religieuse. À Likoud aujourd'hui, c'est comme chasse. C'est comme la partie religieuse de Sfaradi en Israël. Et il a la Tzionut Datit, c'est le religieux sioniste. Et il a les ultra-orthodoxes, Shas et Yahadut Torah. Tous les quatre, il fait une coalition extrêmement religieuse et il utilise la police en Israël comme une force contre les libéraux. C'est-à-dire que si on avait ce sujet public avec les otages, on avait les otages à Gaza et chaque fois que les femmes qui voulaient aider les otages a mis les brochures dans les synagogues pour avancer l'idée d'aider les otages, la police a arrêté les femmes qui juste mis une brochure pour les otages. Mais quand la police voit
quelqu'un qui est agressif contre le libéral, il faut rien. Mais si quelqu'un fait quelque chose dans une synagogue ou quelque chose qui n'est pas vraiment mal, il utilise toute la force contre les libéraux en Israël. C'est-à-dire que pour nous, les Israéliens plus libéraux, qui n'est pas religion, on voit comme la police a devenu comme une force religieuse. Euh, il faut rien exagérer, ne sont pas Iran, c'est pas la même chose, mais avec mon activité, qu'on parle avec les ultra-orthodoxes, c'est la chose la plus démocratique que je peux penser, c'est juste parler avec les autres citoyens. Il y a les policiers qui arrivent et ils se disent, j'ai un étiquette de police que je dois payer pour le gouvernement parce qu'ils ont dit que je suis une menace à l'ordre public. Un petit stand qui parle avec les autres sur le sujet du jour, c'est quelque chose que menace à l'ordre public. Ils disent que, et les policiers disent que si la présence du stand provoque des tensions extrêmes ou des affrontements violents avec les autres de la communauté religieuse, la police dit que c'est ma faute, que j'ai essayé à parler avec quelqu'un. Et la raison que j'ai fait Rosrim Betvuna, c'est que si nous habitons dans une démocratie, et la plupart, ils sont religieux ou extrêmement religieux, et on n'a pas la constitution qui sépare entre la loi civile et la religion, c'est-à-dire que la réalité, qu'on va avoir pas une démocratie, mais une euh, théocratie comme les autres pays au Moyen-Orient. La plupart des pays au Moyen-Orient sont des pays orthodoxes. Mais moi, quand je regarde la réforme que Yariv Levin et Netanyahu provoquent, moi, je regarde ça comme une réforme religieuse parce qu'ils veulent changer le système judiciaire et mettre euh, plus de pouvoir pour les religions et moins de pouvoir pour le système laïque. Il y a en Israël, on n'a pas une constitution, euh, mais et ma collègue a parlé de ce sujet, mais on a plusieurs lois qui donnent les droits pour les citoyens, comme une loi pour la dignité des citoyens, et on utilise ça pour les droits de l'homme en Israël. Mais quand ils font leur réforme, ils veulent changer ce système laïque et devenir plus religieuse. Et moi, je regarde la police et pratiquement, c'est comme tous les signes, comme une police religieuse. Est-ce que tu penses aujourd'hui que le citoyen qui se mobilise à travers toutes sortes de collectifs, il est éventuellement fiché, éventuellement menacé? On a vu avec la guerre, la fatigue aussi s'est invitée dans la mobilisation citoyenne et on voit les gens fatigués. Je suis le premier à le reconnaître pour moi-même. Et donc, est-ce que tu penses aujourd'hui autour de toi, parce que évidemment il y a ton activité, mais tu es en lien avec beaucoup d'autres euh, personnes engagées dans la société civile, est-ce que tu penses que on va continuer à pouvoir réussir à être un rempart, évidemment par rapport à la montée du religieux, par rapport à la police qui se transforme en milice? Est-ce que toi, autour de toi, comment tu perçois ces citoyens, cette société civile? Je suis tellement d'accord avec Hélène. C'est pas quelque chose grave et vite. C'est quelque chose que, à mon avis, c'est étape par étape. Ça devenu beaucoup plus difficile. Par exemple, si vous êtes un activiste, vous savez que si il y a une agression contre vous, vous n'avez pas la police. Et si vous êtes un journaliste et vous voulez écrire sur quelque chose, en Israël, la plupart des journalistes, ils travaillent dans une chaîne, mais
en même temps, il faut du freelance, des conférences, il parle avec les autres. Et ils ont peur que si il va parler dans un certain sujet, et ça peut devenir beaucoup plus difficile pour eux à être invités de parler dans une conférence. Et c'est pour ça qu'il écrit rien sur ce sujet. Je crois que si Emmanuel a parlé dans ce sujet-là, dans la chaîne en Israël, qu'est-ce qu'il parle et parle pas dans la télé, je crois que c'est le même processus. Si vous êtes un activiste dans la rue, ça devient beaucoup plus difficile. Et, et si vous êtes dans le média, ça devient beaucoup plus difficile. Et à la fois, le gouvernement donne l'argent, l'opportunité, les conférences pour ceux qui porte-parole pour le gouvernement, officiellement ou pas officiellement. C'est pas rare qu'on voit une conférence gouvernementale et, et- et- et vous pouvez voir tous les hommes et les femmes du média qui travaillent à chaîne 14 dans le média qui était concurré par le gouvernement. Ça devient beaucoup plus difficile et à la même fois, je crois que la prochaine élection, c'est comme pour beaucoup des Israéliens, c'est une grande question. Si on va avoir un autre gouvernement très religieux, très bibi et très comme ça, on va avoir, à mon avis, beaucoup d'Israéliens qui vont quitter Israël. Et peut-être quelque chose que tout le monde besoin de savoir, c'est que Israël, c'est le pays avec le plus grand pourcentage des citoyens qui ont double nationalité. En Israël, nous avons 10 millions de citoyens et vers 2 millions d'Israéliens, ils ont double nationalité. C'est quelque chose de rare dans le monde et, euh, et le processus, j'essaie à être optimiste, mais ça devient beaucoup plus difficile. Merci Nahor. J'ai juste deux, trois petits éléments. Mais aujourd'hui, on a un véritable problème avec la police en Israël, un grave problème où vous avez deux poids, deux mesures. Et aujourd'hui, ce qu'il arrive, et je vous invite à écouter l'interview que je donnais justement sur ce qui se passe dans le secteur arabe, qui est une catastrophe avec une police complètement absente, qui abandonne complètement les villages arabes à la criminalité et qui, entre-temps, vont venir harceler Nahor, vont emprisonner quelqu'un qui a brûlé une poubelle devant la maison du Premier ministre, qui n'a quand même pas foutu une bombe. Ils vont être restés un mois et demi enfermés. Vous avez quelqu'un dans une manifestation qui s'est retrouvé coincé en prison pendant plusieurs semaines. Donc il y a quand même deux poids, deux mesures. Il y a aujourd'hui le sentiment, on l'a vu avec tous les leaders du mouvement de contestation qui ont été arrêtés, emprisonnés, etc. Donc il y a une ambiance de deux poids, deux mesures où vous avez une déferlante en Cisjordanie d'exactions et on n'a personne qui est arrêté. Et puis vous avez à côté de ça la société civile qui se bat comme elle peut et qui est soit associée à des terroristes, comme Emmanuel a dit, soit effectivement arrêtée et contrôlée par la police. Donc il y a quelque chose de rampant, on a eu quelques exemples. Bon, d'abord, merci à vous quatre pour toutes ces informations. Sur les arrestations, juste un chiffre, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec Gabi Lasky, qui est une avocate ancienne députée, qui défend beaucoup de personnes qui ont été arrêtées. Il y a eu 2500 arrestations suite au mouvement de la contestation, hein. Alors, c'est pas tous n'ont pas été en prison, emprisonnés, etc. Mais ça donne une idée quand même de l'ampleur de ces arrestations. Alors, d'abord, il y a des questions relatives à la façon dont les journalistes mènent leur métier, notamment pendant la guerre. Est-ce qu'ils avaient le droit, par les journalistes israéliens,
d'aller à Gaza, de pouvoir décrire ce qui s'y passait. Concernant la presse, sur le niveau de la concentration de la presse en Israël dans le groupe de presse, et tu n'as pas abordé la chaîne 11, qui est une chaîne publique. Il y reste encore une chaîne publique. Et troisième question, quand j'étais en Israël il y a quelques semaines, j'ai vu un reportage sur la chaîne 12, justement, sur ce qu'on appelle la machine à poison, c'est-à-dire toute cette machine pour fabriquer des fake news. Et notamment, il y avait un reportage fait au Portugal sur un Israélien qui a une société qui analysait comment étaient produits des messages de soutien, des likes à un message. C'est-à-dire, un exemple, Netanyahu fait un discours, il n'a même pas fini son discours, il y a déjà 100 000 likes qui ont été postés. Alors, comment ça vient? Et le reportage sur la 12, qui est une chaîne privée, comme tu l'as dit, montrait que ce sont des machines qui produisent des likes, ces machines elles sont situées, des machines, c'est-à-dire des ordinateurs, qui sont situés pour la plupart en Iran ou en Russie, qui produisent près de 70 à 80% des likes. Et enfin, dernière question qui concerne la France. Il y a une chaîne privée en France, une chaîne d'information qui est beaucoup vue par le public entre guillemets juif, c'est CNews, qui est très pro-israélienne, et je dirais moi très pro-Netanyahou, pour être clair, mais enfin bon, c'est comme ça. Et on voulait savoir quelle est ton idée sur CNews, la façon dont les nouvelles sont présentées sur CNews. Alors, je commence par la fin. Merci David. CNews, je connais l'existence de CNews, je ne la regarde pas, donc je ne saurais absolument pas m'exprimer sur cette chaîne. Sur Gaza, c'est très simple. L'accès à Gaza est interdit non seulement aux journalistes israéliens, mais aussi aux journalistes étrangers. Ça fait des années que les journalistes israéliens ne peuvent plus mettre un pied à Gaza, évidemment parce que c'est dangereux, parce que après le retrait israélien en 2005 et les élections où le Hamas a été élu, ben, ça devient un danger de vie ou de mort pour des Israéliens de mettre un pied à Gaza. Mais pendant de longues années, jusque vraiment la veille de la guerre, des journalistes étrangers pouvaient rentrer à Gaza. Alors évidemment, il faut qu'il y ait un accord israélien pour pouvoir rentrer, etc. Et aussi, il y a une surveillance du Hamas. C'est pas, le travail n'est pas complètement libre, évidemment, pour les journalistes étrangers quand ils étaient sur place, mais c'était évidemment mieux que rien. Aujourd'hui, le gouvernement israélien continue, après un nombre incroyable de demandes des organismes de journalistes étrangers qui sont soutenus par l'organisme, l'association des journalistes israéliens, dont je fais partie du board ici en Israël. Auprès de la Cour suprême, on appuie cette demande des journalistes étrangers de laisser les journalistes étrangers avoir accès à Gaza. Le gouvernement continue de refuser et la décision de la Cour suprême devait, si je ne me trompe pas, il y a eu 2 semaines, il y a eu une discussion et ça a été repoussé de 2 mois encore pour avoir une délibération. Voilà. Mais depuis le premier jour de la guerre, il n'y a pas eu. Il y a pas un journaliste étranger, il y a un journaliste étranger qui a mis les pieds à Gaza, c'est Clarissa Ward. Elle est venue, c'est une journaliste de CNN. Elle est rentrée avec une équipe médicale des Émirats arabes unis. Donc elle a réussi à passer outre comme ça. Elle est restée quelques heures. Elle a filmé une tente qui servait d'hôpital d'appoint et elle est ressortie. Et sinon, en fait, c'est l'armée qui propose ce qu'on appelle des embedded, c'est-à-dire que c'est l'armée qui choisit quelques journalistes ou qui font la demande ou bien à qui on le propose. Et en fait, c'est l'armée qui emmène les journalistes dans des endroits très précis, donc une rue, 2 rues, pour voir. Et il n'y a pas de discussion ou de rencontre avec des Palestiniens. Les journalistes n'ont pas accès à ce qu'ils veulent. C'est vraiment ce que l'armée veut leur montrer. Voilà. Donc ça, c'est pour Gaza. Euh, pour la chaîne à poison, en fait, alors, encore une fois, c'est un phénomène, ça fait partie des phénomènes qui sont des phénomènes mondiaux, mais qui sont très, très, très bien adoptés en Israël et peut-être encore plus développés des fois sur certaines mesures en Israël. Il y a un phénomène mondial sur les réseaux sociaux qui devient vraiment une stratégie de ce qu'on appelle d'influence extérieure, c'est-à-dire qu'il va y avoir des acteurs qui sont ou des acteurs étatiques comme l'Iran, la Chine, la Russie, le Qatar, qui vont développer des machines, vraiment des technologies, des ordinateurs qui vont développer énormément de profils fictifs, qui vont faire des likes, qui vont commenter, qui vont réagir à des choses. Alors certains, c'est une personne qui va faire un profil et puis qui va le décupler en des millions de profils avec une fausse photo, un faux nom, etc. Et qui vont même réagir à certaines choses, mais on peut reconnaître les messages. D'autres, c'est ce qu'on appelle des bots, c'est vraiment enfin, c'est des gens qui n'existent pas du tout et
En fait, c'est la même chose. Les bots, c'est des gens fictifs. Ça n'existe pas. C'est l'ordinateur qui le fait. Mais il y a aussi des gens qui prennent des profils fictifs. En gros, c'est vraiment des techniques qui permettent d'influencer l'opinion publique. C'est reconnu non seulement par l'Union européenne, mais pas uniquement comme un vrai problème, c'est-à-dire une menace sur la sécurité nationale des pays. Et en Israël, il y a aussi une discussion qui se fait par des chercheurs, notamment que j'ai interviewé à la INSS, le centre d'études stratégiques où je fais les podcasts, qui en fait on voit qu'il y a énormément de sujets. Je vais donner un exemple. Les manifestations qu'il y a eu dans le monde juste après le 7 octobre, notamment les tentes qu'on a vues partout sous les campus, en dehors des campus américains. Je ne sais pas si vous avez vu, tout ça, c'était organisé en fait. Il y avait des tentes, toutes les tentes, elles avaient la même couleur, c'était les mêmes, elles venaient de la même marque, donc ça avait été acheté par l'Iran, par le Qatar, par des organismes. Et pour faire sortir les gens, il y avait en fait sur les réseaux sociaux une utilisation de ces situations qui existaient réellement dans la réalité, dans la vraie vie, mais sur les réseaux sociaux, c'était décuplé par des acteurs qui avaient identifié que ça, c'était un point faible et que ça pouvait créer en fait une polarisation et une dispute dans le débat public et que ça permettait de créer un espèce de chaos. Je donne un autre exemple qui va être plus clair. Je ne sais pas si vous vous rappelez, après le 7 octobre, il y a eu des Magen David en France qui ont été tagués, mais qui étaient très bleus comme ça, avec des poltrons. Et en fait, il s'est avéré que c'était des personnes qui venaient de Roumanie, qui avaient reçu des ordres de Russie, qui avaient été trouvés sur leur téléphone portable par la police. Donc c'était vraiment une action qui avait été faite par les Russes. Et cette action, en fait, elle était aussi l'antisémitisme qu'on voyait sur les réseaux sociaux, il existe. Et l'antisémitisme dans la rue, il existe. Mais tout ça, c'est décuplé par des Russes, par des Qataris, ça peut être des États ou ça peut être des groupes, des groupuscules, des milices, qui se disent, tiens, là, c'est propice, on peut rajouter encore du chaos dans tout ça. Et en fait, ce sont vraiment des régimes ou des pays qui profitent de la déstabilisation des démocraties. Et ça, en fait, c'est important. Pourquoi? Parce que ça fait aussi partie de ce qu'on va voir comme tentative d'attaque et d'ingérence sur les élections qu'il va y avoir en Israël cette année. Et le côté très malheureux, c'est qu'il y a évidemment aussi des acteurs locaux qui se servent de toutes ces techniques pour influencer le discours public. Et donc oui, des fois, on va voir de l'utilisation d'intelligence artificielle, l'utilisation de bots, de machines sur les réseaux sociaux. Netanyahou, c'est connu, il a énormément de bots d'Inde. Il a plein de réactions de gens d'Inde, donc qui comprennent très bien l'hébreu, évidemment, hein, mais ils réagissent tous très, très vite. Mais c'est pas le seul, hein, Netanyahou, c'est pas le seul, ce serait vraiment de mentir de dire ça, hein. C'est vraiment des pratiques qui existent partout, sauf que Netanyahou, c'est très bien développé chez lui, parce que c'est un des premiers, si ce n'est le premier en Israël, et un des premiers leaders dans le monde à avoir compris la force des réseaux sociaux et les avoir développés. Donc, il est juste en avance sur ces questions-là, voilà. Et la dernière question, c'était sur la centralisation des chaînes. Alors, très rapidement, j'en ai parlé un petit peu. Il y a la chaîne publique qui est la chaîne Cannes, qui est la chaîne 11. Et cette chaîne, elle est aussi tout le temps sous attaque du gouvernement. Miri Regev, la ministre à l'époque de la Culture, qui est aujourd'hui la ministre des Transports, avec un nombre record de morts sur les accidents de la route, pardon, c'est juste pour montrer la compétence de son travail. Miri Regev, par exemple, elle avait dit à quoi sert une chaîne publique si on ne peut pas la contrôler? Donc, il y a des propositions constamment du gouvernement de fermer la chaîne ou de fermer que les infos de la chaîne ou de changer les infos de la chaîne, etc. Donc, voilà, mais c'est une chaîne qui est aussi très présente sur les réseaux sociaux, qui fait des choses très, très bien. Il y a la 12 qui est privée, qui est la chaîne la plus regardée en Israël. Il y a la 13 qui était avant la 10, qui est aussi une chaîne privée et qui a beaucoup perdu de son audience et qui est dessous des crises économiques depuis des années et qui donc aussi des crises politiques. Il y a I24 en hébreu, qui est pour l'instant ne fait pratiquement pas d'audience en Israël du tout, qui est absolument pas regardé. Mais il y a quand même de très bons journalistes sur cette chaîne qui arrivent à faire du bruit, notamment autour du Qatar Gate. Et puis avec des scoops. Et il y a la 14, dont je vous ai déjà dit, à mon avis, ce n'est pas une chaîne d'information. Et puis il y a la presse écrite, le Yediot Aharonot, qui est le plus grand journal, le Israël Hayom, qui avant était très pro-bibiste, si ce n'est plus, et maintenant il reste un peu, je sais pas, conservateur de droite, mais il est beaucoup moins identifié avec Netanyahou. En tout cas, il le soutient beaucoup moins ouvertement. Il serait peut-être même en train de soutenir Naftali Bennett. Il y a le Haaretz, qui est un journal de gauche. Il y a le Maariv, qui est un peu inexistant, qui appartient au Jérusalem Post.
Et puis après, il y a de la presse indépendante, des petits médias qui font des fois des gros bruits, mais c'est ponctuel, comme Chakouf, Shomrim, Amakom Achitram Bagenom, enfin voilà, des petits médias indépendants qui vivent principalement de dons, en fait. Voilà. Merci. Alors, juste pour terminer sur la presse, concernant les agences de presse internationales comme Reuters et Ouais. la BBC, etc., on me signale qu'ils étaient présents à Gaza pendant certains bombardements. Semble-t-il ils ont eu le temps de quitter l'immeuble avant le bombardement, Non, comme non, un... non, non, c'est les journalistes palestiniens. C'est-à-dire que oui, Précise je juste, parle précise. d'entrée, les journalistes étrangers n'ont pas pu rentrer à Gaza. Mais D'accord. les journalistes palestiniens qui travaillaient avant la guerre pour ces médias-là ont continué à travailler pendant la guerre. Énormément ont été ciblés et ont été tués pendant la guerre. D'autres ont été tués pas de façon ciblée. Mais il y a énormément, je ne me rappelle plus du chiffre, je suis désolée, mais il y a énormément de journalistes palestiniens qui ont été tués pendant la guerre. Mais donc ces images que vous avez vues de Reuters, de AP, de AFP, etc., ce sont des journalistes gazaouis qui ont continué leur travail pendant la guerre et qui ont permis aux images de sortir. D'ailleurs, tout ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux. Et quand vous voyez des grandes chaînes comme CNN ou CBS ou, je sais pas, Arte, etc., qui ont amené des images de Gaza, ce sont grâce aux journalistes palestiniens présents sur place qui ont pu continuer leur travail pendant la guerre. Mais des journalistes étrangers, Amanpour, ou je ne sais pas, des journalistes étrangers qui rentrent à Gaza et qui font un travail complètement indépendant, sans avoir de lien aussi personnel avec le lieu qui est bombardé. Ça, il n'y en a pas eu depuis le 7 octobre, il n'y en a toujours pas. Et on n'a jamais vu une zone de guerre et un espace aussi large être bloqué, être fermé pendant aussi longtemps. Bien, merci beaucoup. Autre type de question, alors, concerne la police. Comment sont recrutés les policiers? Est-ce qu'il y a une police, tu parlais de police religieuse, comment ça se traduit pratiquement? Euh, et puis d'autres questions concernant les colons et le comportement des colons dans les territoires. En Cisjordanie, on connaît les chiffres du nombre d'attaques, des actions depuis des années dans les territoires, que la police, et là c'est plutôt l'armée, laisse faire sans aucune arrestation. C'est quand même aussi pour les auditeurs, des atteintes contre la démocratie, de ne pas réagir à tout ce qui se passe et tout ce que les colons font dans les territoires. Alors, comment vous analysez cela? Des fois, c'est comme vivre dans un pays sans le poids et le contrepoids dans le système politique, parce que dans la Cisjordanie, la police et même la militaire, euh, l'agressivité très grave des Israéliens qui habitent à Cisjordanie contre les Palestiniens, il faut tellement rien contre eux. Et on a vu dans le dernier mois plusieurs cas où il y a une violence extrême juive et il faut rien. Mais et dans Israël, on voit que dans la société arabe israélienne, il y a tous les plusieurs or un cas d'un meurtre et ils ont rien. Et c'est les hommes qui a perdu toute sa vie. Et c'est tous les plusieurs or. On a vient de commencer 2026 et on a presque des 40 personnes qui étaient tuées dans la société arabe en Israël. C'est tout le plusieurs heures, tout le 30 heures. Et ils ont rien, mais la police, ils viennent quand il y a un stand de Chosrim Betvuna. Sur Twitter, aujourd'hui, c'est comme une blague. Si vous avez quelque chose avec la police, il y a quelqu'un qui vient chez vous, juste écrit qu'il y a un stand de Chosrim Betvuna, la police, ils viennent très vite, sans problème. Et ça, c'est la situation qu'on face aujourd'hui en Israël. Un élément peut-être un peu positif, Naor, c'est que aujourd'hui, la volonté du ministre Ben Gvir de mettre de côté une officier supérieure brillante avec une belle carrière
a été déboutée par la Cour suprême et donc elle pourra effectivement être promue, ce que Ben Gvir ne voulait pas. Ce que je veux dire, c'est que peut-être même plus grave que le fait qu'on ait une police qui soit idéologique, on a une police qui est en vrac. On a une police qui est traversée par des mouvements qui sont en train de déstabiliser l'institution police. Je veux être optimiste, mais on dit en Israël qu'on a perdu la police. Ça, c'est quelque chose qui était déjà perdu, la police. Et on est vraiment face sur un changement démographique très grave en Israël. La société jeune en Israël est beaucoup plus religieuse que la société, pas vieille, mais plus adulte en Israël. Et sur YouTube et sur TikTok, il n'y a pas chaîne 12 ou 13. Il y a que 14 et un peu d'11. Et à cause de la manière de mettre du média sur chaîne 14 avec les algorithmes des réseaux sociaux, moi je vois les jeunes israéliens dans les lycées tous les jours et ils ont les idées des gouvernements parce que les adultes en Israël, ils voient Emmanuel sur chaîne 13, mais les jeunes, ils voient que chaîne 14 parce que c'est sur YouTube. Il y a une raison financière, pas financière, mais commerciale, que la chaîne privée 12 et 13, ils n'utilisent pas YouTube. Mais les jeunes israéliens, quand ils utilisent leur téléphone portable, ils voient Keinon Magal et que chaîne 14 et Ben ils Gvir. ne peuvent pas distinguer entre la news réelle et le fake news sur les réseaux sociaux. Je veux être optimiste et dans mon organisation, dans Chosrim Betvuna, je vois qu'il y a beaucoup d'orthodoxes qui veulent changer leur vie et ils veulent pas être dans la société à ségréguer religieuse ultra-orthodoxe. Mais en face, face quelque chose de démographique, si on ne change pas la démographique en Israël, et qui était à l'époque plus laïque qu'aujourd'hui, on va avoir une politique religieuse et en Israël, le mot religion est très important pour comprendre les processus qu'on voit dans la société. Parce que la réforme judiciaire et même la manière d'utilisation de la police a devenu plus pour l'intérêt religieux. C'est ce qu'on fasse les Israéliens. Euh, je crois que dans plusieurs mois, on va voir le résultat d'élection, mais ça va être difficile pour la côté libéral d'échanger Israël. Parce que si on voit le système politique israélien aujourd'hui, vous avez Netanyahou, il est le seul candidat de la droite israélienne, mais à la gauche, vous avez Bennett, qui est quelque chose de religieux, qui il a commencé lui-même le processus contre et pour la réforme judiciaire il y a plusieurs années. Et c'est lui qui représente aujourd'hui la droite et la gauche israélienne. Et vous avez plusieurs candidats. Vous avez Yair Golan, vous avez Eisenkot, vous avez Yair Lapid. Et chacun représente un petit parti de 8 ou 9 sièges dans le Parlement, dans les sondages qu'on voit aujourd'hui. Ça va être tellement difficile pour la côte libérale et on a tellement peur qu'on ne va pas avoir l'élection juste parce qu'on a tellement peur
qu'ils peuvent utiliser la police pour menacer les Arabes à voter, pour menacer les libéraux de voter. Et nous n'avons pas dans une situation normale. Je ne veux pas être pessimiste, mais ici, en Israël, on a tellement peur que la élection va être pas juste, malheureusement, mais on essaye. Est-ce que la Cour suprême peut s'opposer à ce que fait le gouvernement, enfin, ce que laisse faire le gouvernement dans les territoires, à savoir confiscation de terres, achat de terres? À ma connaissance, on n'achète pas de terres dans Cisjordanie, mais quels sont les outils qui existent pour contrôler et réagir à ce qui se passe dans les territoires, sur le plan juridique? Alors oui, théoriquement, la Cour peut agir. Après, il y a des cas d'urgence qui sont considérés urgences ou sécuritaires qui permettent au gouvernement de prendre des législations spéciales. Voilà, je vais dire les grands principes. Enfin, la Cour suprême, en fonction également des lois qui sont invoquées. En tout cas, voilà, il n'y a pas d'impossibilité de principe pour la Cour d'intervenir. Après, je crois qu'elle reste quand même assez en dehors, en tout cas, de ce qui est décision militaire, même si elle pourrait avoir une compétence. Voilà, juste peut-être pour ajouter là-dessus, Hélène, je me permets, il n'y a pas d'interdiction de principe et la Cour suprême, d'ailleurs, a déjà donné, enfin, de façon historique, les colonies existent aussi grâce à la Cour suprême qui n'a jamais empêché les constructions de l'autre côté de la ligne verte. Donc là-dessus, ce ne sera pas le recours légal. C'est une question qui est revenue plusieurs fois. Je vois dans le chat les questions de ce qui se passe en Cisjordanie, en Judée-Samarie. Les chiffres de janvier 2026 sont que donc ce mois qui vient de se terminer, il y a eu plus d'attaques terroristes de juifs sur des Palestiniens que de Palestiniens sur des juifs en Judée-Samarie, Cisjordanie sur le mois de janvier 2026. Alors, il y a plusieurs réponses, plusieurs raisons à ça. Une des raisons, c'est que Bezalel Smotrich, qui est le ministre des Finances, en fait, a changé ce qu'ils appellent l'autorité civile dans les territoires et a vraiment investi énormément dans ce qui est toutes les infrastructures, les routes, etc., et les budgets qui passent pour les colonies. Il n'y a pas du tout de croissance démographique dans les colonies. Bien au contraire, il y a des gens qui quittent pour la première fois les colonies cette dernière année, mais il y a des naissances, donc ça s'équilibre, mais la croissance n'est pas positive dans les colonies. Dans les grandes villes qui sont les villes de Modine, Illit, tout ça, Beitar Illit, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont à plus de 80% de population ultra-orthodoxe. Tout ça pour dire que ce qui s'est passé, alors c'est pas que Bezalel Smotrich ouvertement du tout, c'est pas ce que je voulais dire, engage à la violence de colons juifs contre des Palestiniens, hein, pas du tout, mais il n'y a pas réellement de réprimande et d'action de l'armée et de la police contre ce qui est en général des jeunes, mais pas seulement, et la violence juive contre les Palestiniens. Il y a par contre une vraie action et des systèmes de sécurité palestiniens et des systèmes du Shabak israéliens qui travaillent ensemble et qui arrivent à déjouer les attentats palestiniens. Et au niveau de ce qui était fait avant pour arrêter la violence juive contre des Palestiniens, c'était notamment ce qui s'appelait la détention administrative. C'est arrêter quelqu'un et sous explication en fait par les services de sécurité israéliens qu'il y a une suspicion de terrorisme et d'action dangereuse, la personne pouvait être arrêtée sans avocat et sans avoir forcément de procès et tenue en détention. Ça, c'est toujours appliqué pour les Palestiniens. Par contre, le ministre de la Défense, Israël Katz, quand il a pris le pouvoir l'année dernière, le premier truc qu'il a fait, c'est de l'interdire pour les Juifs. Donc, du coup, on a vraiment un deux poids, deux mesures. Et ça a en plus enlevé à la possibilité à la police et à l'armée d'avoir des clés concrètes en main pour pouvoir arrêter parfois certains colons qu'ils soupçonnent d'être à l'origine de certaines violences. Mais après, il faut dire qu'il y a vraiment un gouvernement qui essaye au maximum de promouvoir l'expansion de la colonie et ouvertement aussi de vouloir annexer, enfin pas tout le gouvernement, mais en tout cas des parties du gouvernement très influentes, de vouloir annexer la Judée-Samarie. Je voudrais juste dire que je ne suis pas d'accord avec ce que Narkis a dit, mais de façon générale, je voudrais dire
que, en tant que journaliste, je ne me sens absolument pas engagée par aucun des propos qui a été tenu ce soir par qui que ce soit, si ce n'est par les miens. Voilà, ça, je vous explique, ça, c'est un exemple de la crainte journalistique de se retrouver embourbée pour certaines paroles qui auraient dépassé les pensées ou qui auraient dépassé les miennes. Juste pour dire, je ne suis pas d'accord sur Naron Arkis quand il dit qu'il y a une crainte des libéraux d'aller voter. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il va y avoir des tentatives pour dissuader, en tout cas, peut-être une partie de la population arabe d'aller voter. Mais en tout cas, personnellement, je ne connais absolument pas de crainte d'Israéliens libéraux pour se rendre aux urnes. C'est pas quelque chose que j'ai rencontré dans le passé et je ne vois pas dans quelle mesure ça devrait exister pour ces prochaines élections. Toutes les questions posées ont été plus ou moins traitées. La dernière que je vois, c'est sur l'espoir, la mobilisation du camp libéral, etc. Donc, moi, je peux que témoigner, puisque j'étais encore il y a quelques semaines en Israël, que la mobilisation le samedi se maintient. Et les gens sont fatigués parce que ça fait plus de 3 ans que semaine après semaine, ils manifestent. David Banichai pourra compléter ce que je dis. Il faut savoir que quand il y a 100 000 personnes en Israël qui manifestent, c'est 1 million en France si on fait les ratios. Quand il y a 100 000 personnes à Paris, on en fait un plat. En Israël, ça serait l'équivalent de 10 000 personnes, hein. La société civile s'est mobilisée contre la réforme judiciaire. On a bien expliqué comment ils ont réussi à la bloquer. S'est mobilisée pour les otages. Et sans cette mobilisation, on le sait par tous les témoignages, même par le président Trump qui l'a dit lui-même, sans cette mobilisation, les otages n'auraient pas été libérés. S'est mobilisé aussi pour mettre fin à la guerre, enfin, si tant est qu'elle soit arrêtée. Et maintenant, je peux que constater qu'il me semble qu'elle est beaucoup plus politique. Et la mobilisation qui était faite avec le secteur arabe il y a une semaine montre bien que ce n'est pas le côté juif de la société israélienne qui se mobilise, mais c'est également le secteur arabe à cause des problèmes de violence qui existent dans ce secteur. On en a parlé et on fera d'autres réunions à ce sujet. Alors, merci encore une fois à Emmanuel, à Hélène et à Nahor, à David évidemment qui a animé ce débat. Et bonsoir à tous et à très bientôt. Merci.